Je propose donc une chrono-problématisation, c'est comme ça que j'ai appelé ça, donc une problématisation rapide. Évidemment c'est insuffisant, évidemment ça n'est qu'un aperçu. Je vous invite à commenter la vidéo si vous avez des choses à éclairer, à rajouter, à contester dans ce que j'ai raconté. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ça m'aide beaucoup, et je vais en faire d'autres, notamment dans le cadre de la préparation concours de philo, je vais en faire d'autres qui sont liés aux thématiques des concours de l'agrégation, et qui peuvent aussi servir au CAPES. Alors le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est donc la paix est-elle l'absence de conflit? Un sujet plus difficile qu'il n'y paraît, donc je vous propose un aperçu, vous me dites ce que vous en pensez. Donc d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que dans la mesure où la paix désigne un état de tranquillité ou de quiétude, il semble évident de considérer qu'il ne peut y avoir de paix qu'en l'absence de conflit. Le conflit, en effet, c'est un état qui est exactement contraire à celui de quiétude ou de tranquillité, puisqu'il est la manifestation d'une opposition entre entités, et une opposition qui peut même mener jusqu'à la violence et à la guerre. L'absence de conflit semble donc de ce point de vue-là être une définition correcte de la paix, parce que négativement, tant d'un point de vue individuel que d'un point de vue collectif, la paix se donne d'abord comme un état, comme l'état de ce qui n'est pas en guerre. Ainsi, sur le plan individuel, être en paix avec soi-même signifierait précisément ne pas être traversé, ne pas être travaillé par des conflits intérieurs qui, en moi, troubleraient toute tranquillité. Et sur le plan collectif, la paix sociale serait justement l'état d'une société harmonieuse et où régnerait une concorde entre les membres. Et l'absence de conflit interne à la société serait bien une condition d'une telle paix. La guerre civile, plus encore d'ailleurs que la guerre entre États, apparaît dans ce cadre comme l'échec politique par excellence, au sens où la politique serait précisément la réflexion qu'on mène, et l'agir par lequel on parvient à penser et à donc réunir les conditions pour l'unité d'un corps politique en bonne santé. Ici, je pense notamment à un auteur qui est pas très connu, qui s'appelle Marcille de Padoue, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Défenseur Paxi, c'est au XIVe siècle, je pense, et où il identifie justement la bonne santé du corps politique à la paix. Donc, il n'y aurait a priori pas de question à se poser, puisque réfléchir à la définition de la paix nous conduirait logiquement à considérer que la plus juste définition possible est précisément celle qui nous dit que la paix est l'absence de conflit. Pourtant, on peut déjà remarquer qu'une telle définition est purement négative. Il s'agit d'une conception minimale de la paix, qui considère donc que la paix ne se définit pas autrement que comme une absence. Or, même en considérant notre première définition, c'est-à-dire la paix comme état de quiétude ou de tranquillité, nous pouvons considérer qu'elle ne permet pas en fait de rendre compte positivement de ce que désigne la quiétude ou la tranquillité. En fait, il n'y a pas de lien mécanique entre l'absence de conflit et la quiétude. Nous pourrions ainsi considérer un état d'inquiétude alors même qu'il n'y a pas de conflit. Dans le cadre politique par exemple, il est possible d'assurer une paix sociale par la menace, et donc, dans ce cas-là, un pouvoir autocratique peut annuler un conflit en usant de violence pour opprimer les oppositions, et ainsi garantir un état de paix apparente. Une fois que cette violence est passée, la menace simplement de l'émergence de cette violence produira un état de paix apparente. Pourtant, ça serait manifestement dévoyer le terme de paix que de considérer qu'il désigne déjà une telle situation. En effet, alors même qu'il n'y a visiblement pas de conflit dans le cadre de cette société imaginaire, cette absence est moins évidemment le signe d'une paix réelle que d'une guerre souterraine, d'une inquiétude politique, d'une appréhension sociale. Donc, on se heurte ici dans le cadre de notre réflexion à un premier obstacle. La paix, apparente, peut certes ressembler à une absence de conflit, mais une telle absence peut tout aussi bien être le signe de l'inverse de la paix, paradoxalement, un état d'inquiétude où le sujet est troublé, où le sujet appréhende quelque chose. Par ailleurs, et pour aller plus loin, il ne s'agit peut-être pas seulement de dire que la paix est autre chose que l'absence de conflit, mais bien qu'une telle absence est, au contraire de la paix, le signe de la guerre, ou en tout cas de l'exact inverse de la paix, c'est-à-dire d'une situation troublée qui ne réunit pas les conditions de l'harmonie nécessaire à la paix.
Ici, il faut que je précise. L'idée selon laquelle la paix serait l'absence de conflit se base sur l'hypothèse que toute conflictualité serait en soi remise en cause fondamentale d'une paix, alors pensée comme un ordre des choses qu'il faudrait à tout prix défendre. Or, le conflit n'est problématique peut-être que dans la mesure où il déborde dans une violence qui remet alors effectivement en cause les conditions d'une concorde collective ou d'une tranquillité personnelle. La violence serait, de ce point de vue, destructrice par principe. Mais le conflit, lui, il peut être productif dans la mesure où il peut assurer dynamiquement un état stable. En réévaluant les positions politiques, par exemple, il serait le mode par excellence par lequel une société en mutation continuelle peut s'assurer de sa propre unité. Au contraire, une paix sociale, imposée comme un ordre nécessaire à la tranquillité collective, serait précisément un cadre trop rigide et nécessairement dynamité par les dynamiques d'intérêt opposées traversant toute société complexe. La paix pourrait alors être envisagée comme le projet visant à organiser la conflictualité afin de rendre productrice cette conflictualité plutôt que destructrice. Donc ensuite, je peux vous proposer une sorte de proto-plan qui, là aussi, vaut ce qu'il vaut, qui est évidemment qu'on peut amender largement. Mais ce qu'on pourrait imaginer, c'est une première partie dans le cadre d'une dissertation qui devrait traiter de ce sujet, qui traiterait de l'idée que la paix est par principe absence de conflit. Donc commencer par cette idée qui semble être une forme d'évidence. Et dans ce cas-là, il s'agirait de traiter la thèse, donc que la paix est par principe l'absence de conflit, et l'enjeu, ça serait de montrer que tant du point de vue individuel que collectif, la paix apparaît bien comme un état de non-guerre, et que cet état suppose qu'il n'y a pas d'opposition intérieure ou extérieure qui va troubler la tranquillité du système considéré. Ensuite, dans une deuxième partie, il faudrait montrer que l'absence de conflit n'est qu'une conséquence d'une paix positive. Je fais une erreur ici dans ma vidéo, il faudrait que je la rectifie dans les prochaines, je ne parle pas des transitions. Or, allez voir mes vidéos de méthodologie, la transition est essentielle. Donc évidemment, ici, il faudrait montrer comment on transitionne. Mais en tout cas, dans cette deuxième partie, il s'agirait de penser le fait qu'il n'y a pas de définition positive de la paix si la paix est seulement envisagée comme une absence, évidemment. Et la paix est en fait une présence d'un certain type d'état. Et en définissant les conditions d'une telle paix, pensée positivement, nous pourrions alors arguer que l'absence de conflit n'est en aucune manière la cause de la paix, mais plutôt sa conséquence finale. Donc il y a une confusion ici entre cause et conséquence dans la thèse initiale. L'harmonie, et ça serait sans doute ça le motif de ma transition, l'harmonie établie par la paix rend possible la disparition de la conflictualité puisqu'une telle harmonie est fondée sur la concorde des parties du tout et donc sur l'inactualité fondamentale de toute opposition interne ou externe au système. Bon, très bien. Dans une troisième partie, et là pareil, même erreur, la transition, il faudra que je la rajoute, la paix serait, l'hypothèse c'est qu'on essaierait de montrer qu'en fait la paix c'est pas l'abolition de la conflictualité comme je viens de le dire, mais en fait l'organisation de cette conflictualité. Il s'agirait ici de montrer que l'idée même que la paix puisse être envisagée comme absence de conflit, que ce soit comme cause de la paix ou conséquence de la paix, la conséquence de la paix c'était ma deuxième partie, est une erreur à la fois théorique et pratique. Théoriquement, cela suppose en effet de rabattre la notion de conflit sur celle de désordre et de disharmonie, et c'est donc perdre de vue la dimension proprement productrice de la conflictualité. La violence n'est pas la seule fin à tout conflit. Il y a une confusion entre violence et conflit lorsqu'on considère que le conflit est nécessairement destructeur. Pratiquement, d'un point de vue pratique, l'abolition de la conflictualité suppose précisément un usage de la violence qui contredit la définition de la paix comme quiétude. Il va falloir donc reconsidérer la notion et la penser comme un mode d'organisation de la conflictualité. Alors les références que j'aurais à l'esprit, moi j'ai pensé à Marcille de Padoue à cause de mon début de travail de thèse à l'époque, mon travail de mémoire. Donc dans le défenseur Paxis, il va considérer que la bonne santé du corps politique passe précisément par la paix, envisagée comme une concorde politique. Il y a donc un lien qui est écrit entre le corps et la société, avec une métaphore, enfin une analogie, et la paix apparaît dans ce cadre comme le terme politique identifié à la santé dans le cadre médical.
Je pense aussi à Machiavel, évidemment, à cause de la dimension dynamique de tout projet politique. Donc il n'y a pas de paix stable, considérée comme absence de conflit. Dans le cadre de l'histoire de la métaphore du corps politique, Machiavel introduit une rupture, en fait, puisque lui, ce qui va l'intéresser, c'est la dynamique des humeurs, plutôt que le modèle anatomique qui permet de penser une organisation des réalités politiques ou des institutions politiques dans un champ. Lui, ce qu'il dit, en fait, ce qui est intéressant, c'est plutôt la dynamique, les relations internes à l'intérieur de l'espace politique. Et donc, lui, ce qu'il veut montrer par ces relations et par la métaphore politique, la métaphore du corps politique, lui, ce qui l'intéresse, c'est les dynamiques, en fait, de ce corps. Et donc, la paix, si elle existe, elle est toujours dynamique, hein, c'est une dynamique des humeurs, qui suppose la recherche continuelle d'un équilibre pragmatique permettant l'unité du corps politique. Il y aurait aussi toutes les réflexions stoïciennes autour de la notion d'ataraxie, avec des niveaux de compréhension de plus en plus hauts, hein. Là, je vais pas aller plus loin. Et puis, les nœuds conceptuels qu'il faudrait que j'éclaire, à mon avis, c'est la distinction donc entre conflit et violence, très important, la distinction entre conflit et désordre, très important aussi, et la distinction entre quiétude / tranquillité, on va dire, vs harmonie. À mon avis, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, je vous laisse pour cette chrono-problématisation. Dites-moi ce que vous en pensez, et à la prochaine.